retour à Zombieland, vous frissonnez. Personnellement, j'adore les œuvres autour des zombies, mais ma préférée de tous les temps, c'est The Walking Dead. Mais The Walking Dead, ce n'est pas une série de zombies. Oh non, 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 ce n'est pas une série de zombies. Le mot n'y est jamais prononcé, on parle ici de rôdeurs. Bonjour à tous et toutes, je suis Al, grand fan d'univers étendu et tout particulièrement de The Walking Dead. J'ai une chaîne YouTube consacrée aux séries. Ce podcast est la continuité de vidéos consacrées à Walking Dead. Bienvenue dans Radio Alexandria, le podcast consacré à l'univers Walking Dead, des séries aux comics en passant par les jeux vidéo. Ce podcast va être très complet aux petits oignons. Il y aura bien entendu des nouvelles autour de l'univers Walking Dead. Il y aura aussi de nombreux dossiers consacrés aux personnages, à des arcs narratifs, à des analyses de séquences et bien d'autres choses arriveront. C'est un podcast en roue libre autour de l'univers Walking Dead. Retrouvez un épisode tous les premiers mardis du mois à 18h. Pour ce premier épisode que j'ai sobrement intitulé Pilote, nous allons revenir sur la saison 1 de Dead City. Puis nous analyserons la bande-annonce de Daryl Dixon qui arrive dans quelques jours sur nos écrans. Et enfin, nous reviendrons sur l'actualité The Walking Dead. Et croyez-moi, elle est riche en ce moment. Aujourd'hui, comme premier sujet, nous allons revenir sur The Walking Dead Dead City. Après les différents spin-offs autour de The Walking Dead, comme Fear the Walking Dead War Beyond et Tale of the Walking Dead, The Walking Dead Dead City est le quatrième spin-off. La saison 1 de The Walking Dead Dead City est sortie le 18 juin de cette année. Donc si vous m'écoutez en 2047, sachez que je tourne ce podcast en 2023. La saison 1 comporte 6 épisodes de 42 minutes à peu près, c'est pas une science exacte. C'est de moins en moins une science exacte, vous l'avez remarqué. Comme par exemple The Mandalorian, ils ont pété un câble les gars. Il y a des épisodes, ils font 30 minutes et d'autres 1 heure. Bref, on n'est pas du tout là pour parler de Star Wars. Mais ici, dans Dead City, on a des épisodes qui vont de 38 minutes à 46-47 à peu près, de mémoire. Qu'est-ce qui se passe dans The Walking Dead Dead City ? Quelques années après le final de The Walking Dead, Herschel, le fils de Maggie, est enlevé par le Croat, un ancien membre des Sauveurs. Le Croat a désormais comme royaume l'île de Manhattan, où il a recréé une sorte de sanctuaire. Dans cette ville isolée, remplie de rôdeurs, il a le contrôle sur tout. Maggie n'a d'autre choix que de demander l'aide de Negan pour sauver son fils. Negan accepte dans son désir de rédemption. Comme vous l'aurez deviné, les deux acteurs principaux de The Walking Dead Dead City sont donc Lauren Cohan, qui reprend son rôle de Maggie, et Jeffrey Dean Morgan, reprenant son rôle de Negan. C'est une série de Haley Jones, c'est pas un nom très connu pour le moment dans The Walking Dead. Il a été scénariste et coproducteur exécutif dans The Walking Dead pour les saisons 10 et 11. Depuis 2009, il est producteur pour des séries comme Wilfred, Hug and Friends, et Demi, la plupart de ces séries n'étant jamais arrivées jusqu'en France. Il est sous la supervision de Scott M. Gimple, qui est responsable de l'ensemble des productions de The Walking Dead pour AMC. Si Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan sont mentionnés au générique comme executive producer, cela ne veut pas forcément dire qu'ils participent à la création, à l'écriture ou au développement de la série. Souvent aux États-Unis, les acteurs principaux sont aussi producteurs pour avoir une meilleure répartition de leur salaire, c'est-à-dire que ils sont payés en partie comme acteurs ou actrices et une autre partie comme producteur ou productrice, ce qui leur permet de payer moins d'impôts sur le revenu. Désolé si je casse le mythe de l'acteur ultra investi, mais la plupart du temps, voilà, c'est juste une histoire fiscale. Mais revenons à quelque chose d'un peu plus joyeux. La saison 2 de The Walking Dead Dead City a été commandée par AMC. Le tournage n'a pas commencé et il n'y a pas de date encore de diffusion qui a été communiquée, même on ne sait pas si c'est pour 2024 ou pour plus tard. Et aussi ce qu'on ne sait pas, c'est s'il y a un plan sur plusieurs saisons, enfin au moins 2 maintenant on le sait, de toute façon il y avait un cliffhanger assez évident, mais voilà, on ne sait pas si c'est une série prévue pour 2 saisons, 3 saisons ou 42. Et si j'arriverais à te pardonner ? Parce que je sais maintenant que je pourrais pas. Ce que vous venez d'entendre, c'est ce que dit Maggie à Negan lors du final de The Walking Dead. Dans l'épisode 24 de la saison 11, Repose en paix. Alors oui, dans The Walking Dead, Negan et Maggie ont une petite histoire commune, car faire un spin-off autour de ces deux personnages n'est pas fait au hasard. Petit rappel des faits pour les petits dissipés au fond de la classe, je vous vois, faites attention. Dans The Walking Dead, il y a un petit passif entre Negan et Maggie. Dans l'épisode Le jour viendra où tu ne seras plus, qui est le premier épisode de la saison 7 de The Walking Dead, Negan piège le groupe de Rick. Il tient sa batte de baseball. Stram. Gram. Et tue violemment Abraham
et Glenn. Glenn qui est, je rappelle, présent depuis la saison 1, donc le spectateur a beaucoup d'attaches pour lui, et c'est aussi le mari de Maggie et aussi potentiellement le futur père de Herschel. En effet, lors de cette scène, Maggie est enceinte, ce qui rend la scène encore plus tragique et violente. Et donc à partir de la saison 7, Maggie ne peut pas voir en peinture Negan, on peut la comprendre. Et il y a donc tout un arc narratif où Maggie veut se venger et tuer Negan. L'arc narratif de The Walking Dead de Maggie qui veut éliminer Negan, on va pas revenir dessus dans son entièreté dans cet épisode car il est très long et un peu complexe. Pour faire simple, le groupe de Rick et ses alliés, donc par exemple les habitants de la colline ou du royaume, sont en guerre directe contre les sauveurs. Rick lui, il veut emprisonner Negan pour en faire un exemple et pour montrer à ses enfants qu'un monde meilleur est possible. Que ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Mais Maggie, elle, ce qu'elle veut, c'est une vengeance. C'est faire à Negan ce qu'il a fait à Glenn, en fait, tout simplement. Mais cette vengeance, elle aura pas, car Rick va bel et bien emprisonner Negan pendant plusieurs années, et Maggie n'aura jamais la vengeance qu'elle souhaite. Il y a une magnifique scène d'ailleurs, où Maggie va voir Negan dans la série, mais ce dialogue entre Maggie et Negan est beaucoup plus beau dans le comics. Donc Negan est enfermé par Rick en fin de saison 8, après 2 saisons de guerre directe. Après la deuxième partie de la saison 9, Negan va petit à petit sortir de sa cellule, il va essayer de prouver continuellement qu'il peut être utile à la communauté, qu'il a changé, et il fait preuve de rédemption. Dans le tout dernier épisode de la série donc, il faut conclure l'arc narratif entre Maggie et Negan. C'est pour ça que Maggie va voir Negan et lui fait un monologue. Ce monologue, il est là à la fois pour conclure l'arc narratif Maggie et Negan pour The Walking Dead. En effet, elle lui dit qu'elle ne pourra jamais lui pardonner, mais qu'elle voit bien qu'il s'est racheté auprès de la communauté, et si elle peut pas le voir en peinture, eh ben elle peut l'accepter de loin, de très loin. Et ce monologue, c'est une petite introduction pour le spin-off Dead City. Et oui, toute la série tourne autour de Negan et Nadie, à tel point que les personnages secondaires ne vont être pas du tout développés. Le sujet de Dead City est donc la rédemption de Negan et une Maggie qui sombre car son fils a été enlevé. Et on va surtout s'attacher à leur dualité à tous les deux. La série questionne qui est vraiment le méchant. Est-ce que même il y a des gentils? L'opposition méchant-gentil, ce côté très manichéen, c'est quelque chose qui n'existe pas trop dans The Walking Dead où il y a toujours la notion de est-ce qu'il y a encore un bon côté dans l'âme humaine, dans les personnes qui ont survécu à ce monde post-apocalyptique. Et c'est une notion du bon côté qui est toujours remis en question dans l'univers de The Walking Dead. On peut voir Rick qui va complètement sombrer dans The Walking Dead à tel point qu'il va mordre quelqu'un dans la saison 5. Donc là, on associe même Rick à un rôdeur. Donc voilà, c'est vraiment la question de gentil méchant. C'est quelque chose qui revient continuellement dans la série, à tel point que même la guerre entre Negan et le groupe de Rick, c'est le groupe de Rick qui la provoque, hein. C'est le groupe de Rick qui va dans un avant-poste de Negan et qui tue tout le monde. C'est un questionnement continuel. Et justement, Dead City va s'en amuser. Rien que dans l'introduction, nous découvrons une Maggie qui est directement associée à Negan. En effet, alors qu'elle se cache d'une horde de rôdeurs, un d'eux la trouve. Lorsqu'elle le tue, la mise en scène l'associe directement à Negan, car elle achève avec une longue vue. Cette longue vue, on peut l'associer à Lucille. Elle est aussi longue que la batte de baseball de Negan, avec laquelle il avait tué Glenn. Mais c'est aussi l'acharnement de Maggie sur le rôdeur, son visage rempli de haine via cette magnifique contre-plongée où elle enchaîne les coups sur un mort qui est déjà bien mort. Amusez-vous à comparer les deux scènes de Negan qui tue Glenn, ensuite de Maggie qui s'acharne sur ce mort. C'est très drôle à quel point on peut associer les deux personnages. Tout de suite, le propos de la série est posé. Qui est vraiment le méchant? Donc comme je l'ai déjà dit, la série tourne autour de Negan et Maggie et de leur colère passée. Moi, ce qui me fascine avec Negan, c'est qu'à travers sa première apparition, il est déjà dans une théâtralisation de la violence. Il joue un personnage psychopathe afin d'effrayer d'autres communautés. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au départ, putain, qu'est-ce que ça marche. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Dead City, malgré le discours de rédemption de Negan, il est prêt à redevenir ce psychopathe pour sauver Herschel et aider Maggie. Soit dit en passant, Negan a toujours protégé les gosses. Il avait de l'affection pour Carl, pour Judith, et a déjà sauvé Herschel dans le passé. Les enfants sont une barrière à ne pas franchir dans la cruauté pour Negan. D'ailleurs, on sait qu'il a été prof de sport avant l'apocalypse, et dans Dead City, on apprend qu'il a rompu les liens avec le Croate, après que celui-ci ait torturé une ado du royaume. Ici, Negan prouve qu'il joue le psychopathe pour effrayer les autres et sauver les siens. Dans l'épisode 2, qui est là, une scène le démontre. Negan et Maggie découvrent une communauté persécutée par le Croate. Assez vite, les hommes de main du Croate les retrouvent. Le petit groupe fuit par les toits de Manhattan. Negan, dans l'action, arrive à capturer un des membres du Croate et demande à Maggie de suivre la communauté, de fuir, pendant que lui part seul affronter le reste des soldats du Croate. Mais Maggie va tout de même le suivre en
cachette. Alors que les hommes de main du croate rentrent par le rez-de-chaussée de l'immeuble, Negan est au premier étage. Il utilise la tête de l'homme capturé pour casser les vitres. J'ai dit Doc, Doc. Ensuite, pause. Il voit la tête du leader et se moque de son apparence. Oh putain la vache, non mais c'est une blague. T'es sérieux là? T'as un collier de barbe et tu oses en plus ta queue de rat? Enfin, je comprends qu'une fois que le monde s'écroule, on se dise qu'on en a plus rien à foutre, mais là, mon pote, franchement, t'abuses. Une des caractéristiques de Negan a toujours été le fait de faire de longues tirades terrorisantes, tout en faisant des pauses dans son discours pour se moquer des autres. Ensuite, il reprend son petit manège et utilise encore une fois la violence extrême, l'humiliation pour effrayer ses ennemis, en égorgeant le captif pour faire pleuvoir du sang et des tripes sur les hommes du Croate, puis les menace, toujours avec cette même idée, effrayée pour faire en sorte que l'ennemi ait trop peur pour se venger. Pendant ce temps, Maggie le voit faire. Horrifiée, elle revoit le Negan d'avant. Mais est-ce le Negan d'avant ou le personnage qu'il a toujours joué? La série joue énormément sur cette question. Negan dit d'ailleurs à Maggie que si c'était à refaire, il le referait, et il lui dit texto que elle aussi a tué de nombreux pères et de maris, que ce monde est maintenant ainsi, que chacun essaye de protéger ses proches le mieux possible. Lui a décidé d'en faire un spectacle terrorisant. En effet, il pense que c'est suffisant de tuer quelques personnes pour exemple et ainsi sauver le plus grand nombre. De plus, il pense avoir payé sa peine en passant des années en prison à Alexandria. À la fin de Dead City, la vraie leader de Manhattan lui propose de devenir le Negan d'avant. Que se passera-t-il? Réponse en saison 2. Bon, je vous avoue, moi je suis un peu troublé par la série. En effet, nous retrouvons Negan et Maggie plusieurs années après la fin de la saison 11. Dans le final de The Walking Dead, donc à la fin de cette saison 11, les deux personnages ont l'air d'avoir trouvé une paix intérieure. Donc Dead City, c'est une suite à cette saison 11, et je trouve que les personnages, ils sont pas forcément dans la continuité en fait. Et le personnage de Negan, ça va à peu près, il est dans cette continuation logique vis-à-vis de la série mère. Il est sur les routes, ayant quitté le Commonwealth, et essaye de protéger une gosse. Par désir de rédemption, peut-être encore de prouver qu'il est capable de vivre en communauté, mais aussi par honte de ce qu'il a fait, c'est dans la continuité. C'est l'évolution de Maggie qui est un peu plus bizarre. Elle est en colère, elle semble beaucoup plus instable. Certes, c'est expliqué par l'enlèvement d'Herschel, mais c'est bizarre. Notamment, ce qui est bizarre, c'est la colline. On apprend qu'elle a reconstruit la colline avec les mêmes gens et dans la même idée. Donc c'est-à-dire qu'on sait que la colline a brûlé dans The Walking Dead et elle a décidé de le déménager. Donc déjà ça, on l'apprend dans cette série. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça semble complètement éloigné du Commonwealth, alors qu'à la fin de la saison 11, elle est dans le Commonwealth et elle est pour le développement de cette communauté. Et c'est même elle qui va demander à Carol et Daryl d'aller explorer ce qu'il y a ailleurs du Commonwealth. Je comprends pourquoi elle reconstruit la colline, mais on n'a pas l'impression que c'est relié au Commonwealth. C'est une interrogation vraiment à se poser parce que son groupe a pris le contrôle en quelque sorte du Commonwealth et pourquoi elle n'est pas autant investie. On sait que Maggie c'est quelqu'un qui a toujours été pour avoir plus de démocratie, pour reconstruire quelque chose, et là on dirait qu'à nouveau elle se cache. Voilà, c'est une grosse interrogation que j'ai, je sais pas si la série va y répondre. Dead City, c'est pas vraiment une suite à The Walking Dead, on n'apprend rien de nouveau par rapport au Commonwealth, à comment évolue la communauté qu'on a suivie pendant 11 saisons. C'est vraiment juste une intrigue qui s'amuse à remettre Maggie et Negan ensemble avec leur passé commun dans un lieu qui est loin de ce qu'on connaît de la série. Donc on déplace l'intrigue à Manhattan, c'est un lieu qu'on n'avait pas encore exploré dans l'univers The Walking Dead. Voilà, tout ça pour dire que l'évolution du personnage de Maggie entre la fin de The Walking Dead et Dead City est un peu bizarre, et surtout le fait d'avoir donné une suite à la colline, une suite qui me paraît pas cohérente. Mais peut-être que la saison 2 va donner des éléments de réponse, et je trouverais ça important d'y répondre pour tous les fans que nous sommes. Je sais que nous sommes dans le pilote de ce podcast, donc la plupart d'entre vous me connaissent pas encore. Certains d'entre vous peut-être à travers les vidéos autour de The Walking Dead, mais sachez-le, je suis un fanat de mise en scène. Nous allons donc parler un peu de la réalisation de Dead City. Déjà, c'est une série qui est inspirée du film New York 1997 de John Carpenter, un film que j'apprécie de fou. Film qui, par la patte de l'auteur, peut paraître un peu cheap. Et dans Dead City, par rapport à The Walking Dead, il y a un côté beaucoup plus brut de l'image. Énormément de scènes de nuit, une surutilisation de la lumière bleue. Je dis bien une surutilisation, parce que la lumière bleue donne un style, mais là c'est un peu beaucoup quand même. Alors pourquoi beaucoup de scènes de nuit? Sûrement à cause d'un budget assez limité. Faire une scène de nuit, ça permet de faire des choses beaucoup plus simples avec les effets spéciaux. D'autant plus qu'on a Manhattan, une grande ville, un peu compliqué de faire beaucoup de scènes avec des effets spéciaux dans un budget limité. The Walking Dead, niveau mise en scène, avait cette intelligence d'être beaucoup en campagne, alors que là on va dans une grande ville, donc faut trafiquer beaucoup plus d'images
donc des scènes de nuit. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de scènes d'intérieur et quand ils sont en extérieur, il y a peu de plans larges. C'est des plans très resserrés dans la rue et quand ils sont larges, c'est vraiment très large pour implanter l'univers post-apo de cette ville et c'est vraiment des plans genre limite drone quand ils sont larges. Donc c'est un peu genre quand je fais un plan avec des effets spéciaux, je l'assume et je fais un plan très large. Et encore une fois, quand c'est très large, c'est plus facile aussi à modifier, c'est plus facile aussi à tricher et sinon c'est des plans assez resserrés. Les personnages ont aussi changé physiquement, il y a un côté justement plus cheap à leur style. Negan, encore une fois, a pas tant changé, il fait toujours aussi roublard, avec le gel dans les cheveux, la barbe. C'est surtout Maggie qui a le plus gros changement, cheveux au carré, veste en jean assez longue, descendant aux genoux, ça la rend beaucoup plus badass que dans la série mère. On va dire que le comble du cheap, c'est les hommes de main de Croate. Si Negan, lui, il a été dans une mise en scène de la cruauté, le Croate est dans une mise en scène du cheap. Casque de moto avec verre teinté, des pics sur le casque, des barres de ferraille comme arme, on est quasi sur du personnage de Mad Max. Je vais pas beaucoup plus m'attarder sur la mise en scène car c'est quelque chose de très visuel et c'est pour ça qu'il y a la chaîne YouTube en complément du podcast pour plus s'intéresser à l'image. Et je vais vite fait revenir sur mon avis beaucoup plus personnel autour de The Walking Dead Dead City. Je trouve que ce qui manque dans les spin-offs de The Walking Dead en général même, c'est la naissance, la construction des différentes communautés. Dans The Walking Dead, on voit naître petit à petit le groupe de Rick. Au fil de leurs aventures et de leurs rencontres, on voit grandir Alexandria et aussi l'évolution des personnages est beaucoup plus sensée car on les voit galérer, on les voit avoir du bonheur, des malheurs. Et les communautés, on a le temps de comprendre leur naissance, leur fonctionnement. Regardez la colline, même si on découvre cette communauté en saison 6, elle a le temps d'évoluer, d'être développée au cours des saisons et quand la colline est détruite par les chuchoteurs, on est vraiment ému car on a eu le temps de s'attacher grandement à cette communauté. Dans les spin-offs, les communautés sont présentées comme ça, sans trop de détails, on les développe très peu. Par exemple, dans Fear the Walking Dead, c'est une communauté rivale pour chaque saison, on n'a aucun background est suivi. Et alors le groupe de Madison, il se pose quasi jamais et quand il essaye de construire un endroit, on nous le présente toujours par un saut dans le temps. Je sais pas si vous vous rappelez du stade, c'est vraiment genre on est installé au stade, ça fait quelques mois, voire quelques années, voilà comment ça fonctionne, vous avez 10 minutes pour vous attacher au stade, car à la fin de cet épisode d'introduction du stade, il sera détruit. Et voilà, ça va toujours trop vite, on s'attache pas. Si on revient dans Fear the Walking Dead, et attention, j'adore cette série, mais il y a toujours cette chose frustrante, je sais pas si vous vous rappelez, mais les personnages, à un moment dans la série, parlent directement face caméra, et racontent leur vie, leurs émotions, et il y a des personnages qui disent oh oui, on a beaucoup souffert, mais on t'a pas vu souffrir en fait, là tu nous le racontes face caméra, et non, j'y crois pas. Dans The Walking Dead, je le vois qui souffre. J'ai pas envie que tu me dises à haute voix, j'ai souffert. Je veux le voir pour comprendre en quoi, par exemple pour Negan, une rédemption, c'est censé. Par exemple pour Rick, en quoi avoir ce besoin de reconstruire un monde meilleur, c'est censé. Parce qu'on les voit tout perdre, parce qu'on voit leur évolution. Quand on revient à Dead City avec cette idée en tête, par exemple dans l'épisode 1, Maggie, elle arrive à ce qui ressemble à être un bar-motel. Je me suis dit, pas trop bien, on va découvrir l'évolution du Commonwealth. Ou une autre communauté. Au final, c'est une autre communauté. Très bien. Elle s'appelle New Babylon. Si le nom peut paraître évocateur, on ne fait le lien avec aucune autre œuvre de The Walking Dead. On découvre ce lieu qui a certes un fonctionnement, des shérifs, des règles, mais voilà, on en fait juste un postulat de départ. Et on va abandonner New Babylon jusqu'au dernier épisode, Nous sommes chez nous, où lors du climax de la série, ou surtout l'ouverture de la saison 2, on apprend qu'il y a une vraie hiérarchie dans New Babylon et que la leader souhaite une guerre contre Manhattan pour récupérer l'énergie qu'il crée à travers le méthane produit grâce aux cadavres dans leurs égouts. Et encore une fois, ce méthane, c'est juste cité, ce n'est pas un enjeu lors de la saison 1. Trop d'enchaînements faciles comme ça, sans réelle création de liens, tout va trop vite, on n'a pas le temps de s'attacher. Et en fait, c'est ce que je reproche au spin-off, c'est que ça prend pas assez le temps de se développer pour construire de réels enchaînements logiques et que nous, spectateurs, on comprenne vraiment l'évolution des personnages, des communautés et que ça soit fort. Mais mis à part ça, Dead City, c'est une vraie bonne série qui est vraiment intéressante à voir en continuité de The Walking Dead. Il y a une fraîcheur dans la mise en scène, le côté cheap, moi j'adore. C'est intéressant de voir l'évolution du duo Negan et Maggie et je pense qu'il y a un vrai potentiel pour une saison 2 et on l'attend et on en parlera dans ce podcast. Vous le savez sûrement, la sortie que tout le monde attend de The Walking Dead cette année, c'est The Walking Dead Daryl Dixon. Et ça sort dans quelques jours. En effet, à partir du 10 septembre, nous allons retrouver la suite des aventures de Daryl Dixon, avec un épisode par semaine sur OSS. La saison 1 comportera 6 épisodes, c'est donc le 5e spin-off de la franchise, et surtout, ce spin-off, il est tourné en France, car l'histoire se déroule en France. Donc le postulat de base, c'est qu'est-ce qui se passe pour Daryl Dixon après le final de The Walking Dead. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ce spin-off. Après la saison 11 de The Walking Dead, on se demande comment évolue le Commonwealth, le rapport avec le CNR, comment évoluent nos personnages
ou en Eric. Dans The Walking Dead, on n'a pas eu le droit à la si belle conclusion que nous a offert les comics, et Dead City n'apporte aucune réponse. Certains espèrent que The Walking Dead Daryl Dixon est la suite officieuse de The Walking Dead, même si on verra avec la bande-annonce, j'en doute. Du simple fait que l'histoire se déroule en France, donc loin des États-Unis, et qu'on ne suit que Daryl. Alors, comment que ça se fait que The Walking Dead se déroule en France ? À la fin de la saison 11 de The Walking Dead, Maggie vient le voir et lui dit « J'aimerais qu'on parle de l'avenir. On sait pas grand-chose de ce qui se passe à l'extérieur. Je pense qu'il est temps d'en savoir plus. » S'ensuit une petite discussion entre Carol et Daryl avant que celui-ci prenne la route en moto pour quitter le Commonwealth. Il part donc découvrir ce qu'il y a à l'extérieur, d'autres communautés. Il dit à Judith qu'il va ouvrir l'œil pour essayer d'avoir des informations autour de Rick Grimes, toujours porté disparu. Il va chercher donc de nouveaux survivants, de nouvelles communautés, savoir comment se passent les choses à l'extérieur. Mais avant ça, revenons à la petite discussion qu'il a en saison 11 avec Carol. Déjà, c'est très touchant car c'est les 2 derniers survivants du groupe d'origine. Quand on y repense, cette discussion est assez amusante. L'annonce du spin-off autour de Daryl était annoncée avant la diffusion du final de The Walking Dead, sauf qu'à l'époque, on parlait d'un spin-off centré sur Daryl, certes, mais aussi Carol. Et finalement, Melissa McBride, l'interprète de Carol, ne s'est pas engagée sur le spin-off car il est tourné en Europe. Elle ne voulait pas s'éloigner de sa famille et ne sera donc pas présente dans la série. Attention, officiellement, elle n'est pas présente dans la série, mais va-t-elle faire une apparition ? Ceci est une vraie question, car déjà dans The Walking Dead, Daryl dit à Carol que ceci n'est pas un adieu. De plus, l'actrice a été aperçue sur le tournage de Daryl en France. Donc après cette discussion, Daryl part explorer le monde. Et c'est là qu'on arrive au deuxième sujet de ce podcast. L'analyse de la bande-annonce. Dans la première séquence, Daryl est inconscient. Il dérive en pleine mer dans une sorte de chaloupe. Il est allongé dessus, une main tombante dans l'eau, c'est clairement une embarcation d'urgence. On peut y apercevoir par exemple une bouée de sauvetage. On peut s'imaginer facilement que Daryl a été à bord d'un vrai bateau, sûrement en mission pour le Commonwealth, et qu'il a dû quitter le bateau d'urgence. Alors pourquoi ? Ça on ne sait pas, c'est de la spéculation, ils ont peut-être été attaqués, il y a peut-être eu une tempête, ils ont coulé, il peut se passer plein de choses. Mais l'idée est à peu près là. À la fin de la séquence, Daryl échoue sur une plage et reprend conscience. Sûrement une plage de Bretagne ou de Normandie, car dans une des séquences qui suit, Daryl rencontre une bonne sœur, dans une sorte de monastère. On a aussi ensuite des visuels du Mont Saint-Michel. Ayant déjà visité ce monument, je pense qu'il rencontre la bonne sœur dans l'abbaye du Mont Saint-Michel, qui se situe tout en haut du monument. Dans cette théorie, Daryl arriverait très vite au Mont Saint-Michel, donc dès l'épisode 1, où il rencontre la bonne sœur, que nous appellerons ici Marie, parce que c'est cliché. Marie lui demande d'accompagner un jeune adolescent, qui s'appelle Laurent. Alors pour qui, pourquoi ? La bande-annonce a une seule réponse. To lead the revival of humanity. Cette petite phrase a bousculé Internet. De nombreuses théories sont nées. Une de ces théories dit que Laurent est immunisé face au virus. Bon, ce qui ferait très The Last of Us, un vieux monsieur badass qui protège un enfant immunisé pour l'amener sûrement à un laboratoire qui pourrait permettre de sauver l'humanité. Il y a quand même des jeux vidéo très connus. Et une adaptation en série très qualitative qui a le même scénario. Mais bon, pour le moment, c'est qu'une théorie, pas d'affolement. Mais c'est probable, d'autant plus qu'à la fin de World Beyond, on apprend que le virus est né en France. Il y aurait donc une logique de trouver le vaccin en France. Mais voilà, pour le moment, ce n'est qu'une théorie. Revenons sur la bande-annonce. Avant d'arriver au monastère, il y a des plans de Daryl avançant seul dans la campagne française, dans de magnifiques paysages. On a un pont gallo-romain, une cité médiévale. Je pense qu'en réalité, ces plans sont plus tard dans la série, à des moments où Daryl se retrouve seul. Ils sont calés ainsi dans la bande-annonce pour créer une continuité, une transition. Une fois au monastère, Marie lui demande pourquoi il arriva en France. Il lui répond. S'ensuit ce que je pense être 2 flashbacks. Dans l'un d'eux, Daryl fera plusieurs hommes pour, je pense, les fuir. D'ailleurs, un d'eux a un style très américain, avec sa casquette, sa barbe, sa veste. La question est, y aura-t-il des flashbacks de ce qui s'est passé aux États-Unis avant l'arrivée de Daryl en France ? Et moi, j'espère que oui. D'ailleurs, dernier flashback, Daryl semble être dans un port, sur une grue à conteneurs. D'ailleurs, on en voit plusieurs autour de la grue. Il saute donc de cette grue en même temps qu'il y a une explosion derrière elle. Il y a aussi clairement une silhouette qui le pourchasse. J'ai du mal à identifier si c'est un homme ou un rôdeur. Physiquement, il y a un côté rôdeur, mais la chose se cache face à l'explosion. Peut-être un des variants, ce qui pourrait être logique car la série mère a juste introduit le variant dans la saison 11, mais au final l'a juste mentionné et en n'a pas fait grand chose. Le fait que ce flashback montre un port peut aussi montrer que Daryl s'est retrouvé au milieu de l'océan suite à cette scène, en fuyant quelque chose, ce port pouvant très bien se situer aux États-Unis. On découvre enfin Laurent après les flashbacks et la mission que se voit confier Daryl. S'ensuit une femme qui parle français et qui cherche à éliminer l'américain. Donc cette femme est sûrement l'antagoniste. Encore une fois, nous ne savons pas pour qui, pourquoi,
Mais bon, c'est très bien que la bande-annonce spoil le moins possible, c'est très plaisant. Par contre, ce que nous savons, c'est que le groupe qui répond à l'appel de tuer l'américain a l'air bien organisé. Dans un plan, nous les voyons arriver tel un peloton d'exécution qui fait très milice révolutionnaire française. D'ailleurs, chose très intéressante, c'est les armes qu'utilisent Daryl et les antagonistes. Ce sont des vieilles armes de musée d'avant-guerre, alors que dans l'univers Walking Dead, il y a plein d'armes contemporaines, car l'action se situe aux États-Unis, d'autant plus que la série est une critique qu'il y a trop d'armes aux États-Unis. Mais ici en France, les armes à feu sont illégales, c'est donc vers les musées que nos héros se tournent pour s'armer. Et voilà, ça fait très plaisir de voir Daryl dans un musée français récupérer une arbalète. Dans la deuxième partie de la bande-annonce, s'enchaînent des plans qui sont un peu plus déstructurés, mais plusieurs choses sont intéressantes. Il y a un flashback du début de la pandémie dans un métro. On aura donc sûrement le droit de voir comment s'est déclarée l'épidémie en France. En France aussi, les survivants se sont organisés au fil des années. Adaptés à ce nouveau monde, nous voyons un cabaret, mais aussi ce qui semble être une communauté qui ressemble énormément au royaume. On comprend aussi que Laurent et Daryl vont être séparés à un moment dans la série, et la bande-annonce se conclut par Daryl qui dit au talkie-walkie ce qui est un bon résumé de notre personnage, brut en disant merde, mais se battant constamment pour les siens et ne baissant jamais les bras. Pour finir, revenons rapidement sur la mise en scène, on est plus proche de ce qu'a pu faire The Walking Dead par le passé, avec des plans bien construits visuellement. Les effets spéciaux ont l'air aussi particulièrement réussis par rapport à la moyenne de la série. Dans ce podcast, avant de parler des nouvelles autour de l'univers The Walking Dead, il y aura un petit dossier sans aucune prise de tête. Aujourd'hui, quelques anecdotes autour de Daryl Dixon. Savez-vous que le personnage n'existe pas dans le comics? C'est une création originale pour la télévision. Lors du développement de la saison 1 de The Walking Dead, Daryl n'est même pas prévu au script. Norman Reedus se présente au casting pour prêter les traits à Merle Dixon. Mais lors du casting, il le sait, le rôle est déjà pourvu. Pourtant, plus tard, il va recevoir un appel de Frank Darabont qui lui explique qu'un rôle va être créé sur mesure pour lui. Dernière petite anecdote, il existe un jeu vidéo, The Walking Dead Survival Instinct, autour de Daryl et Merle Dixon. Ce jeu retrace leur survie au début de la pandémie, avant de rencontrer le groupe de Shane, Laurie, T-Dog et les autres. Les acteurs prêtent leur voix à leurs personnages dans ce jeu. Passons à la dernière partie du podcast. Quelles sont les news autour de l'univers The Walking Dead? Une saison 2 a déjà été commandée pour The Walking Dead Daryl Dixon, alors que celle-ci n'est même pas encore diffusée. La deuxième partie de la dernière saison de Fear the Walking Dead, donc la saison 8 partie B, sort à partir du 22 octobre sur MyCanal avec un épisode par semaine. Il y aura 6 épisodes à cette deuxième partie pour une saison de 12 épisodes au total. La saison 2 de The Walking Dead Dead City est déjà commandée. AMC a aussi fait des annonces autour de la série sur Rick et Michonne. Anciennement prévue comme une trilogie de films suivant les aventures de Rick Grimes, c'est finalement une mini-série de 6 épisodes autour de Rick et Michonne qui va voir le jour. Le titre a été annoncé. Elle s'appelle The Walking Dead The On Who Live, qu'on peut traduire par ceux qui vivent. Il y a eu un premier teaser et on sait que la série sortira dans la première partie de 2024. Et une annonce toute fraîche car elle vient de tomber alors que je tourne cet épisode, un jeu vidéo The Walking Dead est annoncé. Il s'appelle The Walking Dead Destiny, c'est un jeu d'action à la troisième personne retraçant les saisons 1 à 4 de la série mère. Il offre aux joueurs la possibilité de réécrire certains événements importants de ces saisons. Un exemple dans la bande-annonce, on peut choisir que c'est Shane qui tue Rick et non l'inverse avant l'invasion de la ferme. Ainsi Shane devient le leader du groupe. Nous le voyons car s'enseigne une scène dans le jeu où c'est Shane qui parle avec le groupe autour du feu et qui dit la fameuse phrase de Rick qui conclut la saison 2. Sachez que la démocratie vient juste de mourir. On pourra y jouer 12 personnages iconiques, Rick, Daryl, Shane et bien d'autres, et le jeu sortira sur PS4, PS5, Switch, PC, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est annoncé pour la fin d'année 2023, il n'y a pas encore de date officielle, mais des bruits de couloir parlent du 14 novembre. Je ne sais pas trop quoi penser de ce jeu. Les graphismes peuvent être intéressants, mais j'ai peur que le gameplay soit un peu trop lourd à l'image de The Walking Dead Survival Instinct. J'ai aussi peur qu'on soit limité en termes de choix, qui est quand même l'argument de vente du jeu, et que la durée de vie soit très courte. Pourquoi que les 4 premières saisons? Est-ce qu'ils prévoient des DLC payants à venir? Ou une suite est prévue au jeu? Il n'y a aucune information pour le moment, ça me fait assez peur. Et je trouve ça dommage, partir d'Alexandria pour faire un jeu vidéo avec la même dynamique est ultra intéressant, car en plus il y a ce côté de création de la communauté d'Alexandria, de création de campement, de aussi maintenir un campement, ça aurait été intéressant. Pour les curieux, la bande-annonce est disponible sur internet. Merci d'avoir écouté ce premier podcast. On se retrouve donc tous les premiers mardis du mois à 18h. N'hésitez pas à commenter, à liker le podcast, retrouver les vidéos de Radio Alexandria sur YouTube. À bientôt sur les internets.